Bonjour, je suis Honoré Nzambo et je vous fais cette vidéo depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. J'ai fait cette vidéo rapide pour, à défaut de contacter divers ministères directement ou bien des personnes spécifiques sur le terrain. Je fais cette vidéo pour pouvoir éclairer l'opinion publique, mais aussi les dirigeants par rapport aux stratégies possibles à utiliser pour pouvoir combattre le virus de la COVID-19 qui se répand mondialement. Je pense que pour les gouvernements africains, mais aussi pour le peuple africain, nous avons l'avantage que cette situation a commencé par d'autres pays, donc les pays développés, les pays européens, les pays de l'Asie et les pays de l'Amérique. Ce qui fait que on peut utiliser leurs données, on peut utiliser les leçons, tirées de l'analyse de leurs leçons pour pouvoir, n'est-ce pas, orienter notre stratégie. Parce que je constate que apparemment on a tendance à s'écarter du vrai problème. On a tendance à se concentrer sur les mauvaises priorités en ce moment ici. Il s'agit d'une situation d'urgence qui appelle à ce que les stratégies d'urgence et les stratégies appropriées puissent être adoptées dès le début et au bon moment pour permettre d'éviter, n'est-ce pas, la catastrophe. Alors, on a tendance à se concentrer sur les questions de vaccins, les questions de molécules, chloroquine et ceci et cela, alors que les jours passent, les gens se passent le virus les uns aux autres, et faute de préparation appropriée, on risque de être confronté au pire. J'ai l'avantage d'avoir suivi de plus près la situation à Connecticut depuis l'annonce du premier cas qui a été découvert le 6 mars 2020. Et donc, depuis cette date-là, j'ai reçu jour pour jour les données publiées par les gouvernements, qui sont aujourd'hui des données publiques. Donc, ce sont des données accessibles publiquement par tout le monde. Aujourd'hui, pourquoi c'est important de se concentrer ou bien d'analyser ces données? Premièrement, parce que ce sont les données qui sont disponibles en ce moment précis. On projette que Connecticut sera la troisième zone rouge aux États-Unis après New York et Californie. Donc, observer les données et la manière dont les choses se sont comportées à Connecticut peut informer les stratégies que les gouvernements peuvent prendre, mais aussi ça peut informer la population sur la bonne approche et le bon comportement à adopter pour éviter que nos pays sombrent dans le noir. Alors, je vais essayer de vous présenter les données que j'ai à ma disposition et les références pour que ceux qui aimeraient bien aller encore vérifier ces données, les analyser au fond, ça serait une très bonne idée. Ici, je vais vous présenter juste les données, mais j'ai aussi la suite de toutes les actions posées par le gouvernement. Ce qui fait qu'un comité stratégique d'un pays donné ou bien d'un ministère donné peut analyser ses actions pour voir les bonnes pratiques qui peuvent être répliquées, les erreurs qui peuvent être corrigées et comment est-ce qu'on peut adopter les choses pour pouvoir avancer. Je vous dis la vérité que si cette situation avait commencé en Afrique, les autres se seraient servis des données de l'Afrique pour pouvoir tirer des leçons et appliquer à leur cas pour pouvoir éviter le pire. Mais ce n'est pas ce qui se passe en Afrique. En Afrique, on spécule. En Afrique, on discute. En Afrique, on se jette l'éponge alors qu'on a une priorité. On a un cas en face de nous. On a une urgence en face de nous qu'il faut attaquer droit dans la face et avancer. Pour ceux qui auront du temps, vous pouvez visionner cette vidéo que je viens de faire rapidement pour permettre à ce que au moins les discussions sur des choses pratiques puissent peut-être émerger et pointer vers la bonne direction pour que nous puissions éviter le pire. Alors, pour commencer, quelles sont les sources qui ont été utilisées pour les données que je vais vous présenter? Voilà, je suis abonné à la lettre d'information du gouvernement local et je reçois chaque jour, selon les actions que le gouvernement pose, je reçois les notifications, je reçois les emails et du jour au jour, je peux suivre la tendance, je reçois les données telles que c'est publié, les données préliminaires et je consulte aussi le portail du gouvernement. Alors, pour vous permettre de bien comprendre les données que je vais vous présenter, je vous prie d'avoir à l'esprit les éléments suivants alors que je suis en train de parcourir les données. Comme ça va vous permettre de voir les tendances
Et puis, les leçons importantes à tirer de différentes données. Parce que si vous regardez les données séparément, vous risquez de rater la leçon importante à tirer de ces données. Alors, premièrement, tirez attention au taux de mortalité. Donc, quel est le véritable taux de mortalité de ce virus qui fait la terreur mondialement? Et puis, regardez aussi au taux de contamination et puis le rapport entre le nombre de personnes testées et les cas positifs qui en ressortent. Regardez aussi attentivement les catégories des personnes infectées et les catégories des personnes à haut risque. Plus important encore, les hospitalisations et puis imaginez les actions de proactivité ou bien de réactivité par rapport aux données. Voilà, en voyant les données, prenez la place d'un dirigeant. Avec ces données, si c'était moi, quelles seraient les actions que j'aurais posées? Une fois que je suis arrivé à la fin de toutes les données, vous pouvez maintenant imaginer vos actions et le retombé, en fait, la tendance des données. Est-ce que c'était proportionné ou bien avec maintenant tout le tableau entier, il y a possibilité de voir les choses avec une longueur d'avance et anticiper certaines choses qui peuvent être modifiées. Puisque c'est une situation qui suscite beaucoup d'émotions, je préfère que vous puissiez tirer attention à votre émotion. Maintenant là que je suis en train de commencer la présentation et à la fin de la présentation, à la fin de la présentation, dites-vous qu'est-ce que vous ressentez après avoir pris connaissance de ces données. Un autre élément important que je voudrais, c'est tirer aussi attention à tout autre paramètre de votre choix. Mais au moins les éléments essentiels ici devraient être dans votre esprit alors que je vous présente les différentes données. Alors, comme je vous disais, le premier cas de coronavirus a été officiellement détecté le 6 mars ici à Connecticut. Et à ce jour-là, le gouverneur a annoncé aux résidents qu'il y a un cas positif qui a été détecté au niveau de l'État de Connecticut. Mais c'était un résident de New York, parce que Connecticut est à côté de New York. Nous sommes à 1 heure de New York. Et donc, c'était un résident de New York, donc une personne qui quitte New York pour venir travailler ici à Connecticut et rentrer. Alors, c'est comme ça que vous voyez le total de cas. Voilà, je commence par dire, le nouveau cas, ça veut dire toutes les nouvelles personnes qui sont détectées comme ayant présenter des résultats positifs après avoir analysé leur échantillon de test. Alors, le total des cas, ça va être le cumul, en fait, la somme des cas des jours précédents avec les nouveaux cas. Et puis, les hospitalisations, c'est évident, les nombres de morts, vous allez voir que le nombre de morts va être en fait aussi cumulatif. Chaque fois, on va ajouter les nouveaux morts qui sont annoncés aux morts annoncés la veille. Et puis le nombre de personnes testées, ça veut dire que c'est le nombre de personnes qui ont passé les examens de laboratoire et qui ont soit reçu un test positif ou un test négatif. Le 6 mars, on a eu ce résident de New York qui a testé positif. Comme il n'est pas résident de Connecticut, le nombre de cas a été considéré comme 0. Nous avons 0 hospitalisation, 0 mort et puis personne testée, une seule personne. Alors au 7 mars, un autre cas est détecté. C'est encore un résident de New York qui travaille dans un hôpital ici à Connecticut. Et donc, le total de cas est 0. Le nombre de morts aussi, 0. Les hospitalisations, 0. Personnes testées, nous passons à 2 parce que c'est seulement ces 2 personnes-là qui avaient présenté des signes qui avaient été testés et les résultats ont été passés au gouvernement. Le 8 mars, finalement, c'est un nouveau cas qui est détecté, encore un nouveau cas qui est détecté, mais cette fois-ci, c'est un résident de Connecticut, ce qui amène le total de cas à 1 cas. Pas d'hospitalisation jusque-là, pas de mort. Le nombre de personnes testées est à 28. Ça veut dire que l'État commence à effectuer des tests pour pouvoir essayer de détecter les cas qui sont positifs et les mettre de côté. Nous sommes le 9 mars, un autre nouveau cas apparaît. Après avoir fait 28 tests supplémentaires, ce qui ramène le total des tests à 56, les hospitalisations à 0, morts à 0. Alors, le 10 mars, soit 4 jours après que le premier cas soit déclaré, pas de nouveaux tests qui sont effectués, justement parce qu'à ce moment, l'État recevait les échantillons envoyés à un laboratoire. Il faut attendre quelques jours pour que les résultats viennent. Certainement, ce jour, l'État n'a pas eu de rapport de résultats qui sont venus. Alors, il n'y a pas eu de nouveaux cas. Le total des cas reste toujours à 2. Les hospitalisations à 0, les morts à 0 et les personnes testées, nous sommes à 56.
Le 11 mars, soit 5 jours après le premier cas qui a été déclaré, l'État effectue 74 ou 74 tests et un nouveau cas donc apparaît et le total de cas passe à 3 au niveau de Connecticut. Toujours pas d'hospitalisation jusque-là et toujours pas de mort aussi. Le 12 mars, soit 6 jours après que le premier cas soit déclaré, voilà, nous avons 3 nouveaux cas qui testent positifs. Le total des cas passe à 5. Alors, dans les 3 nouveaux cas, il y a encore un résident de New York. L'État, cette fois-ci, donne au moins des informations sur l'âge et le sexe de ces personnes. Alors, notamment, il y a eu une fille de 20 ans, une femme de 60 ans qui ont été parmi ces échantillons-là et un enfant qui a été aussi infecté. La fille de 20 ans, elle vient de New York, donc on ne la compte pas parmi les résidents de Connecticut, ce qui fait qu'on a 2 cas additionnels à ajouter aux 3 qui étaient là le 11 mars. Ça nous amène à 5 cas. En termes d'hospitalisation, nous sommes à 0. Le nombre de morts, nous sommes à 0. Les personnes testées passent à 95 ou 95. Le 13 mars, nous avons 6 nouveaux cas, ce qui ramène le total des cas à 11 et toujours pas d'hospitalisation, toujours pas de mort. Le nombre de personnes testées passe à 136. Encore, l'État donne des informations sur les personnes qui ont été testées positives, notamment une fille de 30 ans, une femme de 40 ans, une femme de 40 ans, un homme de 60 ans, un homme de 50 ans et un homme de 20 ans. Nous sommes au 14 mars. Au 14 mars, 9 nouveaux cas apparaissent, ce qui ramène le total de cas positifs à 20. Pas d'hospitalisation jusque-là, nous sommes au 8e jour, toujours pas de mort. Le nombre de personnes testées ne sont pas communiquées ce jour-là par le gouvernement. Nous passons au 15 mars. Le 15 mars, on détecte 6 nouveaux cas. Le total de cas passe à 26. Les hospitalisations toujours à 0. Les morts toujours à 0. Les personnes testées non communiquées par l'État. Le 16 mars. Le 16 mars, voilà, il y a 15 nouveaux cas, ce qui ramène le nombre de cas à 41. Les hospitalisations 0. Les nombres de morts 0. Encore, l'État ne communique pas le nombre de tests effectués jusque-là. Nous sommes au 17 mars, donc 11 jours après que le premier cas soit déclaré, nous avons 27 nouveaux cas qui apparaissent, ce qui ramène le total des cas à 68. Toujours pas d'hospitalisation, toujours pas de mort, les personnes testées non communiquées par le gouvernement. Nous passons au 18 mars. Le 18 mars, soit 12 jours après que le premier cas soit déclaré, nous avons 28 nouveaux cas. Le total de cas passe à 96, les hospitalisations à 0. Le premier mort est annoncé ce jour-là. Donc, il s'agit d'un homme de 80 ans qui est décédé et les personnes testées ne sont pas communiquées par le gouvernement. Alors, notez bien, là, nous sommes au 12e jour parce que nous avons commencé avec le premier cas qui a été détecté le 6. C'est au 12e jour que nous avons notre premier mort. Nous passons au 19 mars, soit 13 jours après l'annonce du premier cas, nous avons 63 nouveaux cas. 63 nouveaux cas, le total de cas passe à 159, les hospitalisations à 0, nous avons 2 morts additionnels, ce qui fait au total 3 morts. Et parmi les morts, nous avons un homme de 80 ans et un autre homme de 90 ans. Et le nombre de personnes testées ne sont toujours pas communiquées par le gouvernement. Le 20 mars, soit 14 jours après l'annonce du premier cas testé positif, nous avons pour le nouveau cas 35 personnes qui testent positif. Et puis, le total de cas passe à 194. Les hospitalisations, nous sommes à 0. Nous avons un mort additionnel, ce qui rend le nombre de morts à 4. Les personnes testées ne sont toujours pas communiquées ce jour-là par le gouvernement. Ce qui fait que la personne qui est décédée, la 4e personne qui est décédée, c'est une femme de 80 ans aussi. Le 21 mars, soit 15 jours après le premier cas qui est annoncé, finalement, les malades commencent à être hospitalisés. Nous avons 43 hospitalisations. Le nombre de nouveaux cas, c'est 29.
le total de cas testés positifs au coronavirus passe à 223 et cette fois-ci, l'État communique à peu près le nombre d'échantillons testés qui est à 3100. Alors, nous avons un mort additionnel et c'est un homme de 80 ans encore qui est décédé. Alors, on arrive au 22 mars, soit 16 jours après que le premier cas soit apparu à Connecticut. Le nouveau cas, ce jour-là, c'est 104, ce qui ramène le total de cas à 327, les hospitalisations à 51, le nombre de morts à 8, parce que nous avons 3 morts additionnels. Les personnes testées, nous sommes à 3600 échantillons testés. Alors, les personnes testées, l'État donne aussi leurs informations. Il s'agit d'un homme de 80 ans, d'une femme de 80 ans et d'une autre femme de 80 ans. Alors, le 23 mars, soit 17 jours après que le premier cas soit apparu, nous avons de nouveaux cas, nous avons 88 nouveaux cas. Le total de cas passe à 415, les hospitalisations passent à 54, nous avons 2 morts additionnels et le nombre de personnes testées passe à 4500. Et sur les 2 morts, il s'agit d'un homme de 50 ans et d'un autre homme de 70 ans. Le 24 mars, soit 18 jours après que le premier cas soit déclaré, nous avons le nombre de nouveaux cas, c'est 203. Le total des cas positifs au coronavirus passe à 618, les hospitalisations à 71, le nombre de morts passe à 12 parce que nous avons 2 morts additionnels. Alors, l'État ne communique pas cette fois-là les informations sur les morts, notamment leur âge et leur sexe. Les personnes testées positives, le nombre total des personnes testées passe à 5300. Le 25 mars, soit 19 jours après que le premier cas soit déclaré, nous sommes à 257 nouveaux cas déclarés ce jour-là. Total de cas, nous passons à 875. Les hospitalisations commencent à grimper. Nous sommes à 113 cas d'hospitalisation. Le nombre de morts passe à 19 parce que nous avons 7 morts additionnels à cette date-là. Le nombre d'échantillons testés passe à 5898. Le 26 mars, soit 20 jours après que le premier cas soit déclaré, nous avons 137 nouveaux cas, ce qui ramène le nombre total de cas à 1012. Les hospitalisations passent à 125, le nombre de morts passe à 21 et les personnes testées passent à 6500. Le 27 mars, nous avons 279 nouveaux cas, ce qui ramène le total de cas à 1291, les hospitalisations à 173, le nombre de morts passe à 27. Le personnes testées passe à 8400. Le 28 mars, le nouveau cas passe à 233. 233 nouveaux cas testés à cette date-là. Le total de cas passe à 1524, les hospitalisations à 205, le nombre de morts à 33, les personnes testées à 10 200. Le 29 mars, le nouveau cas, je crois que vous avez observé comment est-ce que les nouveaux cas ont commencé à augmenter à partir d'une certaine date. À partir, je crois, du 15e, 16e jour, les cas ont commencé à augmenter. Et là, c'est en train de doubler, tripler maintenant. Donc, au 29 mars, nous avons 469 nouveaux cas détectés, et ce qui ramène le total de cas à 1993, et les hospitalisations aussi commencent à augmenter. Donc, nous sommes à 404 hospitalisations. Le nombre de morts augmente, mais légèrement. Nous avons 34 morts, donc 5 nouvelles personnes qui sont décédées à cette date-là. Les personnes testées passent à 11 900. Alors, le 30 mars, nous avons 578 nouveaux cas, ce qui ramène le total de cas à 2571, les hospitalisations à 517, le nombre de morts à 36. Et les personnes testées passent à 14 600. Le 31 mars,
nous avons 557 nouveaux cas, ce qui ramène le total des cas à 3128 et les hospitalisations à 608. Et le nombre de morts passe à 69. Vous voyez, le nombre de morts a presque doublé. Pourquoi? Parce que, vous verrez bien, les hospitalisations ont grimpé. Nous sommes au 25e jour depuis que le premier cas a été déclaré. Certainement, les équipes médicales sont déjà fatiguées, épuisées, avec la pression, avec les hospitalisations qui ne font qu'augmenter, les nombres de malades qui ne fait qu'arriver, les hôpitaux qui sont déjà au maximum de capacité. Et d'ailleurs, à cette date, déjà, le gouvernement avait annoncé qu'il allait réquisitionner 2 universités et une banque pour pouvoir ajouter des lits supplémentaires pour pouvoir accommoder les malades qui ne font que arriver à l'hôpital. Alors, le 1er avril, nous avons 429 nouveaux cas. Le nombre total de cas passe à 3557. Les hospitalisations passent à 766. Le nombre de morts commence maintenant à grimper un peu. Nous sommes maintenant de 69, nous sommes à 85. Alors, les personnes testées, nous sommes à 16 600. Le 2 avril, soit avant-hier, nous avons les nouveaux cas. Nous avons 267 nouveaux cas. Le total de cas passe à 3824. Les hospitalisations, nous sommes à 766. Les morts passent à 112. Et finalement, le 3 avril, ici il y a une erreur, ce n'est pas une répétition du 2, mais c'est le 3 avril, soit aujourd'hui même, nous avons eu 1091 nouveaux cas, soit le plus grand record enregistré depuis que le coronavirus sévit à Connecticut. Donc, les pics commencent à arriver. Donc, la situation pratiquement de l'Italie commence à arriver. Et le nombre total de cas, nous sommes à 4915. Les hospitalisations passent à 909. Et le nombre de morts passe à 132. Les échantillons testés passent à 20 015. Voilà. Je viens de vous présenter là les données depuis le 6 mars que le premier cas de coronavirus s'est présenté ici à Connecticut jusqu'au jour aujourd'hui, le 3 avril. Nous ne sommes pas encore à un mois, mais vous pouvez voir selon l'évolution historique des données. Vous pouvez observer comment est-ce que les choses évoluent. Alors maintenant, si nous devons revenir un peu aux questions que je vous avais, aux lunettes que je vous avais demandé de porter avant de vous présenter les données, par rapport au taux de mortalité, par rapport au taux de contamination, par rapport au rapport entre les cas testés et les cas positifs, par rapport aux catégories des personnes infectées, par rapport aux catégories des personnes à haut risque, par rapport aux hospitalisations, par rapport aux actions de proactivité et réactivité, avec les informations que je viens de vous présenter, vous pouvez constater, au fur et à mesure que j'ai évolué, vous pouvez constater d'abord que personne n'est épargné en termes de contamination. Donc, vous avez vu qu'il y a eu des enfants qui ont été présentés, qui ont contracté le virus. Vous avez vu les filles, vous avez vu les adultes, vous avez vu les hommes, vous avez vu les femmes. En termes des décès, jusqu'au moment où le gouvernement continuait à communiquer les informations sur les personnes qui mouraient, voilà, c'était en grande partie des personnes âgées, en dehors d'une personne de 50 ans que nous avons vue. À part ça, c'était une personne de 70 ans et d'autres personnes, c'était dans les 80 et 90 ans. Autre chose, c'est que vous avez remarqué que jusqu'à une certaine date, il n'y avait pas d'hospitalisation. Ça veut dire que les gens contractaient le virus, ils pouvaient recevoir des soins en ambulatoire, ils pouvaient être mis en quarantaine et ils pouvaient facilement se rétablir sans avoir besoin d'une molécule, sans avoir besoin d'une formule extraordinaire, une prise en charge extraordinaire. Les gens pouvaient se rétablir et il n'y avait pas de mort jusqu'à ce moment-là. Mais le fait, c'est que au moment où le premier cas a été annoncé et d'autres cas additionnels étaient annoncés, le virus se propageait déjà. Il y avait une grande contamination,
mais qui n'était pas en fait contrecarré parce qu'il n'y avait pas arrêt immédiat d'activité. Moi, j'ai pris l'ensemble d'actions voilà, initiées par le gouvernement ici. Vous verrez que pratiquement l'interruption de presque toutes les activités est intervenue au 15e ou 16e jour, si je ne me trompe pas, après la découverte du premier cas. Mais si vous remarquez aussi bien, le nombre de morts évoluait lentement au début des statistiques. À l'apparition voilà, du virus, le nombre de morts évoluait lentement. C'était une personne, 2 personnes additionnelles, 3 personnes additionnelles. Mais vous avez constaté qu'à un moment, ça a presque doublé. Et ça commence à évoluer par pas de 20, par pas de 25. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas d'hospitalisation. Voilà. Au fur et à mesure que les gens sont contaminés, les gens sont hospitalisés, et au fur et à mesure, le personnel médical est très sollicité pour pouvoir prendre soin à la fois de cas qui sont hospitalisés, de cas qui sont testés positifs, fait que le personnel médical est très sollicité, les hôpitaux sont à capacité et les personnes commencent à mourir. Non pas du virus, mais par manque de prise en charge. Parce que c'est comme ce qu'on a vu avec l'Italie, c'est comme ce qu'on a vu avec la Chine. Un médecin qui vous dit, voilà, j'ai un seul respirateur, mais j'ai en face de moi 4 malades. Je dois choisir qui faire porter le respirateur et qui laisser mourir. Alors, le fait, c'est qu'au fur et à mesure que les hospitalisations augmentent, au fur et à mesure que le personnel médical est sollicité, alors on peut s'attendre à beaucoup de morts, selon l'analyse un peu statistique des données à notre disposition. Alors, ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les autres se préparent ici par rapport à cette situation? Parce que les études scientifiques ont démontré que pour bien contrecarrer le virus de la COVID-19, la meilleure stratégie serait, une fois qu'un cas est déclaré dans un pays, procéder au confinement total. Ça veut dire arrêter toutes les activités, demander à tout le monde de rester chez soi et commencer à procéder à des dépistages sélectifs pour pouvoir isoler les cas en attendant de mettre des stratégies qui sont prouvées aujourd'hui par la science pour pouvoir limiter ou réduire le taux de propagation du virus. À défaut de procéder à l'arrêt total de la circulation, à l'arrêt total d'activité, à l'arrêt total de la circulation des personnes, alors il faut se préparer à accueillir les hospitalisations. Il faut se préparer à accueillir les cas d'hospitalisation parce que les virus se propagent, le taux de contamination est vertigineux. Donc le virus se propage à grande vitesse. Et puisqu'il se propage à grande vitesse, une fois que les gens commencent à tomber malades, ça panique complètement à la fois le système médical, ça panique complètement aussi la stratégie même de prise en charge. Et les gens sont débordés. Et ce qui cause en fait maintenant les morts. Le virus en soi, il ne tue pas beaucoup. Mais pour que les gens puissent survivre, il faut que les gens soient assistés. Par exemple, quelqu'un qui contracte le virus et qui voilà, n'a pas l'assistance pour pouvoir tenir pendant le temps de rétablissement, il peut facilement succomber. C'est comme ça que soit, si vous n'arrêtez pas les activités, soit il faut regarder en fonction de la situation du pays et de la proximité des personnes, imaginer à peu près le taux de propagation du virus et anticiper le pic d'hospitalisation. Ça veut dire, aujourd'hui, si nous avons arrêté les activités après 10 jours, après qu'on ait annoncé le premier cas. Alors, si on fait les extrapolations, à peu près combien de gens peuvent être déjà contaminés en ce moment. Et à partir de ces estimations-là, s'imaginer combien à peu près nous pouvons avoir comme sollicitation en termes de besoin d'hospitalisation. Alors, soit il faut construire rapidement ces hôpitaux-là pour disponibiliser les places pour accueillir les malades, soit il faut
Imaginez une autre solution pour voilà, faire face à ces cas-là d'hospitalisation. Par exemple, construire les hôpitaux mobiles ou bien les cliniques mobiles ou bien penser aux infrastructures comme les universités ou bien les églises qui sont peut-être bien construites ou bien quelle autre approche pour pouvoir permettre de pouvoir recevoir voilà, les cas d'hospitalisation. Alors, autre chose, c'est préparer le personnel médical. Il faut avoir une équipe médicale, il faut faire appel à des volontaires, il faut mobiliser les étudiants qui sont en médecine, les étudiants qui sont dans les sciences infirmières, dans les universités, mobiliser cette force-là pour pouvoir faire face à une fois que voilà, il y a de flambées voilà, des malades, pour pouvoir faire face à cette flambée-là et pouvoir sauver plus de vies. En même temps aussi, il faut prévoir des équipements. Donc, les gants, les masques, les ventilateurs, les lits, la nourriture et les effets nécessaires. Donc, vous voyez, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 2 stratégies qui sont, en vertu de ce que la science présente, qui sont en fait plausibles si un gouvernement veut justement sauvegarder la vie de ses citoyens. Soit il faut laisser les activités continuer, laisser les personnes continuer à circuler, laisser les personnes continuer à vaquer à leurs occupations, mais se préparer à une flambée probable. Cette flambée-là, c'est ce que nous observons aujourd'hui à Connecticut avec des nouveaux cas, jusqu'à 1000 cas par jour. Les hôpitaux sont complètement inondés, des nouveaux lits ont été commandés rapidement, les universités sont en train d'être transformées en des hôpitaux pour pouvoir mettre des lits et des équipements pour pouvoir... On a recruté des volontaires il y a 4 jours. Aujourd'hui encore, il y a eu un appel qui a été lancé pour encore recruter des nouveaux volontaires pour permettre à ce qu'on puisse faire face à cela. Mais si, par exemple, dès le premier cas apparu, on avait complètement arrêté, les activités et mis en place les stratégies qui sont aujourd'hui recommandées par l'Organisation mondiale de la santé pour pouvoir limiter le taux de contamination, on n'en serait pas arrivé à la situation qui est présente. Et aujourd'hui, la stratégie adoptée au niveau de Connecticut, par exemple, pour contenir le nombre croissant de malades qui sont là, c'est en fait la stratégie toujours recommandée par le ministère de la Santé de se distancer. Donc, garder toujours 2 mètres de distance entre les personnes. Donc, même si les activités peuvent être autorisées à certains endroits spécifiques, l'obligation que les personnes soient toujours à tout moment à distance l'une de l'autre de au moins 6 mètres permet de ralentir le taux de contamination. Ici à Connecticut, on a testé ça dans certains coins, et quand vous regardez aux statistiques, vous trouvez que là où ça a été appliqué des strictes mesures, le taux de contamination a été sensiblement diminué. Et il y a des entreprises, notamment l'entreprise là où je travaille, nous recevons dans notre bâtiment entre 2500 et 3000 personnes par jour, et cette politique de se distancer a été appliquée dès les premiers jours. Ça a permis de tenir pratiquement pendant 20 à 21 jours avant de pouvoir avoir 1 ou 2 cas de contamination dans le truc. Donc c'est une stratégie qui marche, et c'est une stratégie qui aujourd'hui est privilégiée pour pouvoir d'abord contenir le taux de contamination afin de ne pas avoir des flux de malades qui continuent de venir dans les hôpitaux. Et le gouvernement a mis un accent sur le partenariat avec les hôpitaux afin de pouvoir gérer efficacement les malades. Notamment, les hommes des vieillards ont reçu un financement supplémentaire pour pouvoir accommoder aussi des malades afin de pouvoir, n'est-ce pas, essayer un peu de limiter le nombre de décès. En même temps, il y a des cliniques mobiles qui sont construites au fur et à mesure. En même temps aussi, je venais de vous parler des universités qui ont été réquisitionnées pour pouvoir construire des lits supplémentaires et ainsi de suite. Et un gouvernement responsable, il doit préparer un plan de sortie, parce que les cas des autres pays ont montré que
voilà, il y a toujours un moment où ça commence légèrement et puis après ça atteint le pic. Et ça atteint le pic, si ce n'est pas bien géré, c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup de morts, on a de la panique totale dans le pays, on a une situation qui devient pratiquement ingérable et puis après ça peut maintenant commencer à se normaliser. Et donc une bonne préparation demande soit d'arrêter tout ou bien de se préparer au pire en mobilisant le personnel approprié et en ayant les infrastructures nécessaires et en ayant les moyens nécessaires pour pouvoir ajouter les équipements nécessaires comme les ventilateurs, comme les autres choses les autres choses à venir. Alors, pour la population qui va peut-être cette vidéo, c'est très important de savoir que le virus, d'abord, il est réel. Le fait qu'il n'est pas visible, ça ne vous trompe pas. C'est un virus réel, un virus qui se propage assez vite et assez facilement. Et donc, ça fait que si vous avez la possibilité de vous protéger, c'est la meilleure des solutions. Restez d'abord chez vous. Restez d'abord chez vous pour permettre à ce que vous ne puissiez pas être contaminé. Deuxième chose, c'est que vous avez constaté le taux de mortalité n'est pas aussi élevé qu'on peut le penser. Et le virus, d'ailleurs, il essaie d'être beaucoup plus agressif dans les corps faibles ou des corps qui ont déjà à peu près d'autres conditions médicales préexistantes, comme vous le savez, le diabète, la tension et d'autres maladies que nous connaissons. Et puis à un certain âge aussi, le plus souvent. Et puis autre chose, c'est que les gens peuvent ne pas mourir du virus, mais dans la plupart des cas, là où on a constaté beaucoup de morts, ce sont des morts à cause de l'impréparation. L'impréparation parce que c'est une situation nouvelle. Beaucoup de gens ne s'y attendaient pas. Beaucoup de gens n'avaient jamais expérimenté ça. Mais nous avons l'avantage d'apprendre des données des autres. Nous avons l'avantage d'apprendre de l'histoire des autres. De comment est-ce qu'ils ont géré les situations. Qu'est-ce qu'ils ont commis comme erreur. Qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont prise comme bonne décision pour pouvoir contrecarrer la situation qui est en face. Donc, obtempérer aux ordres de rester à la maison, observer les règles dictées par l'OMS peut permettre de pouvoir maîtriser la contamination et éviter qu'on puisse avoir des cas d'hospitalisation et des cas de personnes qui vont mourir comme ça parce qu'on n'a pas pu avoir les capacités médicales nécessaires pour pouvoir les assister. Un autre élément très important, c'est le corps médical. De quelle manière un gouvernement prépare le corps médical, notamment avec la formation, avec l'assurance en termes de prise en charge psychologique, émotionnelle, sociale, physique, pour pouvoir contenir cette situation, c'est très important. Ici, le corps médical reçoit des appuis par des experts en psychologie, des experts en motivation, des experts pour pouvoir leur permettre de justement faire face. C'est un moment très stressant pour tout le monde, que ce soit pour le malade, que ce soit pour le corps médical. Il y a besoin d'un accompagnement psychologique, il y a besoin d'un accompagnement, d'un coaching nécessaire pour permettre à ce que le corps médical soit en mesure d'aider le pays à pouvoir faire face à la situation. En même temps, il faut mobiliser les volontaires. Tous les étudiants en médecine du pays doivent être mis à contribution. Les étudiants qui sont dans les écoles d'infirmerie, les personnes à la retraite, toutes ces personnes doivent être mobilisées bien avant pour permettre à ce que, au moment où la situation se déclenche, qu'il y ait la possibilité de sauver un plus grand nombre de vies. Le virus n'est pas en soi aussi destructeur. C'est plutôt l'impréparation qui amène et aussi l'indiscipline de la population qui amène aux situations catastrophiques. Voilà, j'ai présenté la situation sommairement.
à partir des données que j'ai, mais j'ai beaucoup plus de détails de ce que le gouvernement, des différentes actions que le gouvernement a posées. J'ai des analyses encore assez approfondies voilà, des différents écarts, de comment voilà, telle action a conduit à telle autre conséquence, et ainsi de suite, tel que voilà, un gouvernement bien préparé peut vraiment focaliser son attention sur ces données, essayer de les exploiter pour voir de quelle manière arriver à se préparer, à procéder à sauver un plus grand nombre de personnes. Arrêtons de pouvoir polémiquer là où il n'est pas nécessaire de polémiquer. Arrêtons de nous concentrer sur ce qui n'est pas réaliste. On parle de vaccins. Vaccins, ça va intervenir au mois de juillet, au mois d'août, au mois de juin, au mois de mai. Mais regardez comment la situation a évolué ici. En moins d'un mois, nous commençons à enregistrer voilà, des nombres de morts records. Et le nombre de morts commence à augmenter vertigineusement. Et en même temps, nous n'avons pas en Afrique les capacités que les autres ont de construire les hôpitaux, bien de mobiliser les universités, d'acheter des lits et des équipements directement, les ventilateurs et les autres assez rapidement pour pouvoir sauver leur peuple. Et la population, arrêtons de nous distraire avec les critiques, avec les mauvaises nouvelles. Nous passons un moment très important de notre vie et de notre histoire de l'Afrique. Et essayons d'être concentrés, essayons d'être focalisés, essayons d'être... ce n'est pas pour rien que les autres sont en train de dire, que voilà, l'Afrique doit s'attendre au pire. Au fait, les gens font des déclarations sur base de ce qu'ils voient se passer ailleurs et de comment ils voient l'Afrique se préparer. Les experts, les intellectuels africains, c'est le moment de vous asseoir, de mettre votre intelligence, de mettre votre sagesse ensemble pour pouvoir voir de quelle manière nous pouvons sortir notre continent, nos pays respectifs de cette situation. Et essayons d'être concentrés, utilisons les données, utilisons ce qui est réaliste et soyons réalistes, faisons face à la réalité au lieu de pouvoir... voilà, se concentrer sur se jeter les pierres, se critiquer, ainsi de suite. C'est le moment où ceux qui peuvent apporter le soutien social, peuvent apporter ceux qui peuvent apporter des moyens, peuvent apporter ceux qui peuvent apporter leur expertise, peuvent apporter ceux qui peuvent apporter leur temps pour être volontaires. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Moi, j'ai l'expertise en accompagnement, en coaching, j'ai l'expertise en informatique. Donc, si c'est nécessaire, même à distance, je pourrais donc accompagner qui le voudra. C'est simple. Donc, il suffit tout simplement de voilà, me contacter et voilà, je peux voir de quelle manière je peux apporter ma pierre à l'édifice. C'est le moment, plus que jamais, de pouvoir montrer de quoi nous sommes capables, nous les Africains. Ce n'est pas le moment de nous distraire, ce n'est pas le moment de penser à la cure magique, ce n'est pas le moment de penser à des choses qui peuvent nous distraire. La situation peut changer rapidement et si on n'est pas préparé, nous pouvons vivre vraiment le pire. Merci beaucoup et à bientôt.